Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT Breton. Ce mercredi, nous sommes à 5 jours de l'élection présidentielle et il pourrait manquer des assesseurs dans les bureaux de vote. Alors pourquoi ce manque? Réponse dans un instant. Politique toujours, et on s'intéressera à ces personnes pour qui voter n'est pas si simple, que l'on soit en maison de retraite, hospitalisé, incarcéré ou encore sans abri. Voter est un chemin fait de contraintes et on fera le point sur ce sujet avec Benjamin Bréon dans un instant dans le duplex. Dans l'actualité également, rencontre avec un artisan d'exception, une restauratrice de papier à Quimper. Bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 3 mai 2017. Pourra-t-on voter en Bretagne au second tour de l'élection présidentielle ce dimanche? La question semble osée et pourtant, certaines villes comme Lorient, Brest ou Lanester manquent à ce jour d'assesseurs. Ces personnes chargées de gérer les bureaux de vote et d'accueillir les électeurs. Alors, quelles sont les raisons de ce problème? Guirec Fleischer nous en dit plus. Ce mardi matin à Brest, Gilbert est venu s'inscrire pour devenir assesseur. Une mission importante à remplir et une chance pour la mairie qui cherchait rapidement des volontaires. En fait, je pense que la démocratie vit également parce que les gens contribuent à cette démocratie-là et qu'aujourd'hui, c'est un devoir citoyen d'y aller. Et sinon, des gens, moi, je n'ai pas de difficulté, au contraire, d'y aller et de donner un coup de main, qui est un coup de main complètement minime, qui est important pour le bon déroulement des élections. Comme lors du premier tour, il faudra dans chaque bureau 2 assesseurs, un rôle traditionnellement tenu par des militants des principaux partis politiques. Avec leur élimination, les mairies comptent désormais sur ceux des candidats qualifiés, mais tous ne jouent pas le jeu. On peut déplorer qu'un parti national qui se dit aujourd'hui démocratique et qui est présent depuis 2 ou 3 scrutins sur des élections locales ou nationales ici, ne présente aucun assesseur. Dimanche, en cas de manque de volontaires, le code électoral prévoit une dernière solution. Ce qui se passe, c'est que le matin, l'ouverture du bureau de vote, s'il n'y a pas des assesseurs, c'est le maire qui réquisitionne les personnes, les premiers votants, les premiers électeurs votants. Soit la personne la plus âgée, et s'il en faut 2, la personne la plus jeune qui arrive au bureau à 8h le matin. Ce qui n'est quand même pas la solution. Venez à 8h à Hennebont le matin, il n'y aura pas de souci, il y aura suffisamment de monde, vous ne serez pas réquisitionné a priori. Dans le Morbihan, le nombre de bénévoles devrait être suffisant lors du scrutin, mais les mairies se tournent déjà vers les législatives où les citoyens pourront de nouveau être appelés à leurs devoirs. Après les assesseurs, on s'intéresse maintenant aux électeurs et plus précisément à ceux pour qui voter peut être contraignant. Les personnes âgées, par exemple, elles représentent 10% de la population en Bretagne. Elles sont donc une part non négligeable de votants. Et pourtant, continuer à pratiquer ce geste citoyen n'est pas toujours facile lorsque la mobilité est réduite ou que l'on vit en maison de retraite, comme l'a constaté Camille Pochet dans un EHPAD de Landivisiau. Roger vote depuis plus de 60 ans. Cette année encore, pour l'élection présidentielle, il s'est rendu aux urnes à pied. C'est quand même un droit qui a été donné à tous les Français et les Françaises. Et je pense qu'on doit quand même y répondre. Dans cette maison de retraite, à Landivisiau, sur plus de 200 résidents, seuls 25 ont voté. Une abstention qui n'étonne pas tellement Roger. Ils sont ce qu'on appelle en fin de vie. Hein. On est là pour combien de temps, on n'en sait rien. Mais enfin, en tout cas, moi, je veux dire qu'on n'est plus tellement concerné par cela. Il y a beaucoup qui pourraient voter. Adolphe, lui, ne pensait pas que l'abstention était si forte. Je pensais qu'il y avait quand même davantage de personnes valides pour même de voter. C'est un devoir pour tout le monde, je pense. J'ai pris mon déambulateur le matin de bonne heure et je suis parti jusqu'à la mairie pour 10 heures et de retour. Des aides sont mises en place pour accompagner ceux qui souhaitent se rendre aux urnes. Je peux me rendre disponible, je vous accompagne. Hein. Je suis là pour la journée, donc je serai en bas. Les patients qui ne peuvent plus se déplacer peuvent, eux, demander à établir une procuration. Dans ce cas, ce sont les gendarmes qui viennent dans l'établissement de soins. Ils vérifient également que la personne est en capacité de choisir. C'est des questions très très simples, mais qui sont très évidentes à répondre, quoi. Je me rappelle d'un cas où une personne, la première question, pouvez-vous me dire qui est le président actuel, a répondu Charles de Gaulle, alors que c'était l'année dernière, par exemple. Dans ces cas-là, bien sûr, pas de procuration possible. Pour le second tour de la présidentielle, ils seront toujours 25 à donner leur avis.
Et combien sont-ils dans les presque 23% d'abstentionnistes français à ne pas choisir librement, de ne pas voter? Benjamin Bréon nous en dit plus dans le duplex. Et Benjamin, les pensionnaires de maisons de retraite ne sont pas les seuls dans ce cas. Ben non, il y a déjà, par exemple, les personnes hospitalisées pour une longue durée, pour elles aussi. Gendarmes ou officiers de police judiciaire peuvent passer dans les hôpitaux, faire établir les procurations, même si le plus souvent c'est aux familles qu'il revient d'aller les faire établir à la gendarmerie la plus proche. Alors combien sont-ils à l'avoir fait? Eh bien, c'est difficile à dire. Il faut savoir que la préfecture du Finistère, par exemple, n'est pas en mesure de nous donner un nombre global de procurations établies pour cette présidentielle. Autre catégorie d'abstentionnistes forcés, entre guillemets, les détenus. Oui, bien sûr, pour eux c'est forcément compliqué. Alors il faut savoir que depuis la réforme pénale de 1994, la plupart des détenus de nationalité française ont le droit de vote, ne sont finalement privés de leurs droits civiques que les auteurs de crimes ou des infractions les plus graves. Les autres peuvent donc demander pour voter, soit d'établir une procuration, soit même pour certains une sortie exceptionnelle ce jour-là. Ils sont peu nombreux à le faire, il faut bien dire. À Brest, par exemple, sur 370 détenus, seule une quinzaine en ont fait la demande cette année. Et puis, il y a les personnes sans domicile fixe. Oui, bien sûr, et là, de multiples problèmes se posent. Désocialisation, perte des papiers d'identité, errance, parfois problèmes psychologiques. On a demandé aux associations qui s'occupent d'eux et elles-mêmes n'insistent pas tellement. La Croix-Rouge nous a ainsi expliqué que, de son point de vue, parler politique, même de façon neutre, avec des sans-abri, nuirait à sa mission de secours. Le centre communal d'action sociale de Brest, le plus grand du département bien sûr, n'a pas mené d'action spécifique sur le sujet. Et nous avons demandé à Paul Dudras, un ancien SDF qui a monté la page Facebook Aide aux sans-abri Brest. Eh bien, lui est sans ambiguïté. Non seulement il n'encourage pas ses ex-congénères à aller voter, mais il a même plutôt tendance à les en dissuader parce que, explique-t-il, pour eux, cela ne changera rien. Il dénonce même plutôt les tentatives de récupération, dit-il, de 3 ou 4 formations qu'il ne cite pas et qui sont venues le voir à la pêche aux voix. De toute façon, explique-t-il, pour lui, dans la rue, la préoccupation principale, c'est de manger, et il est vrai que les bulletins de vote ne se mangent pas. Merci beaucoup, Benjamin, pour toutes ces explications et à très bientôt. Direction Dinan à présent, et souvenez-vous, en mars 2015, une partie des remparts s'effondrait suite à des pluies abondantes. Aujourd'hui, alors que la restauration est finie, la mairie de Dinan a un souhait: acquérir la totalité des remparts pour que les passants puissent en faire le tour comme au XVIIIe siècle. Le reportage dans les Côtes-d'Armor de Mathilde Kemener. Fin de la reconstruction des remparts de Dinan. Il y a 2 ans, un pan s'était écroulé sur la chaussée, provoquant l'émoi chez les habitants. Alors ils se sont mobilisés à travers l'association Dinan Patrimoine. Grâce à différentes actions, ils ont récolté 170 000 €. Chacun a essayé de faire quelque chose. Ça a été jusqu'à donner des objets pour un vide-grenier qu'on organisait, venir déjeuner à une taverne que l'on avait organisée, venir à des spectacles qui ne plaisaient pas forcément, mais comme c'était entre guillemets pour la bonne cause, c'était vraiment très touchant, cette espèce d'élan populaire. Maintenant, la mairie relance un vieux projet de plus de 70 ans, recréer le chemin de ronde qui permettait de faire le tour de la muraille au XVIIIe siècle. Mais pour cela, elle doit acquérir les 800 mètres manquants. Les 2 tiers de ces remparts sont propriété de la ville, mais qu'un tiers reste propriété privée, donc propriété privée ou d'une propriété indécise. Et c'est d'ailleurs toute l'opération que nous entreprenons aujourd'hui, de déterminer qui sont effectivement les propriétaires de ce tiers de rempart, qui est derrière nous essentiellement entre l'hôtel de ville et le château, où vous avez des propriétaires privés, mais dont les actes notariés ne disent pas précisément qu'ils sont les propriétaires. Cela permettrait aussi à la mairie d'entretenir la totalité des remparts, puisqu'un plan de 150 000 € par an y est désormais consacré. Un budget conséquent pour une ville de seulement 11 000 habitants, qui comporte aussi 70 autres monuments historiques. Ils ne sont que quelques dizaines en France à exercer ce métier, la restauration d'œuvres graphiques et de livres. Leur tâche, redonner vie à des œuvres en papier. Marine Letouzé s'est installée à Quimper il y a 1 an maintenant, après avoir travaillé à Paris, et Frédéric Lorenzon l'a rencontré dans son atelier. Je m'appelle Marine Letouzé, je suis conservatrice, restauratrice d'œuvres graphiques et de livres. Et donc
J'ai d'abord étudié l'histoire et l'histoire de l'art. Et ensuite, j'ai fait une formation en 5 ans, donc un master de conservation-restauration à l'Université de Paris 1. Et j'ai décidé de me spécialiser sur le papier, donc traiter des œuvres telles que des dessins, des estampes, des affiches, mais aussi des livres ou des objets en 3 dimensions. C'est un reliquaire en paperole, donc c'est du papier qui a été doré sur la tranche et roulé sur lui-même. Ce sont des objets qui sont essentiellement produits dans le sud de la France. Et celui-ci date de la fin 17e, début 18e siècle. Le reliquaire est très empoussiéré et il y a pas mal d'encrassements, de choses qui sont passées dans le cadre. Et donc je vais surtout le démonter et retirer en fait la poussière, le nettoyer. C'est vrai qu'on est assez peu nombreux en France, mais c'est un métier qui est très divers avec différentes spécialités. On est à la fois évidemment proche des musées et de l'histoire des œuvres, mais également de leur matière, de leur matérialité, donc de leur histoire aussi technique. En fait, l'objectif de notre métier, c'est de pouvoir transmettre le patrimoine dans un état qui soit le meilleur possible et de le valoriser afin de pouvoir le transmettre effectivement aux générations futures et qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de la beauté de certaines œuvres. Et on retrouve à présent le Tour de Bretagne en 60 secondes avec toutes les images qu'il ne fallait pas louper en région ce mercredi. Un salon des familles destiné plus spécifiquement aux femmes victimes de violences vient d'être aménagé à l'hôpital du Scorff à Lorient. Il vise à faciliter, grâce à un cadre plus agréable qu'une chambre toujours un peu sinistre, la prise en charge tant médicale que psychologique et sociale des patientes. À Quimper, la chasse au laurier-palme est ouverte sur les bords du Quinquis. Et pour se débarrasser de cet arbuste invasif, un acteur principal, Hubert, 800 kg de muscles et champion de France du débardage. Costaud le jeune homme. Enfin, on vous montrait hier les restes d'un ponton de Saint-Malo où un incendie avait provoqué le naufrage de 20 bateaux. Eh bien, voilà ce qu'il reste des bateaux eux-mêmes. Les policiers de l'identité judiciaire étaient toujours sur le coup ce mercredi pour déterminer les causes du sinistre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Très bonne soirée sur TB Sud et TBO.